Top. Bonjour à tous. Désolée pour le petit retard. On attendait qu'il y ait assez de monde avant de pouvoir commencer. Donc, marhaba bik, comme pour la dernière session de IP Booster, la sixième et dernière session de IP Booster. Pour les habitués, j'espère que ces sessions ont été utiles pour vous. Comme vous le savez, il y a les recordings de toutes les sessions et les supports vous seront envoyés. Donc, n'hésitez pas à les regarder si vous avez raté quelques sessions. Vraiment, sans trop tarder, donc c'est un programme. Le Happy Booster, c'est un programme qui suit deux axes. Un premier axe qui consiste à une série de formations sur les différents mécanismes de propriété intellectuelle qu'on a déjà parcouru en février jusqu'à ce jour. Par la suite, on va démarrer un accompagnement individuel en fonction des besoins spécifiques des startups et des chercheurs. Donc, on va lancer très prochainement un appel à candidature pour sélectionner les chercheurs et les startups qui bénéficieront de cet accompagnement individuel. Donc, stay tuned. Par rapport au projet en général, le projet Plum, c'est un projet financé par le département d'État américain qui est implémenté par le consortium Deloitte, OST, Endeavor et Type. C'est un programme qui vise à renforcer l'écosystème entrepreneurial tunisien et permettre aux startups de maximiser leur impact économique. Et on le fait à travers un grand volet lié à la propriété intellectuelle et نخدموا عليها avec ce programme IP Booster et avec un accompagnement individuel sur le dépôt de différents mécanismes de propriété intellectuelle. Et on a un volet assistance technique en fonction de l'avancement de la startup. Donc, il y a des programmes préconçus qu'on a avec que ce soit Endeavor, Open Startup Tunisia ou de l'accompagnement conseil de boîtes adaptées aux startups. Et voilà, donc toutes les informations sont sur la page Facebook Proms Tunisia. Si vous avez donc des questions, n'hésitez pas à nous envoyer ça sur l'email Proms Tunisia et on vous répondra. Voilà, Aude, bon, par rapport au programme, donc voilà, on est sur la dernière session du programme. On va essayer de parler des différents types de contrats, que ce soit les NDA, les franchises ou autres types de contrats spécifiques aux entreprises. Et on répondra à vos questions. Donc, je laisse Aude prendre la parole et prendre la main sur la session. Bonjour, donc je vous retrouve donc aujourd'hui pour ma cinquième intervention avec vous sur un sujet final pour clôturer en fait tout ce que je vous ai présenté quasiment, sauf les données personnelles qui ne sont pas inscrites dans le cadre de l'intervention d'aujourd'hui, mais sinon ça regroupe les droits que je vous ai présentés jusqu'ici pour savoir comment les contractualiser. Alors évidemment, ce sont que des contrats généraux que je vais vous présenter, des clauses générales, et ce sont que certains de ces contrats. C'est les contrats les plus utilisés peut-être et les plus utiles lorsqu'on démarre. Ça ne recouvre évidemment pas tout ce que l'on peut faire comme contrat, mais les principaux, ceux qui vont donc vous aider dans la gestion de vos droits de propriété intellectuelle et les plus utiles à mon sens lorsqu'on démarre. Donc, juste, Aude, pardon, oui. pour compléter, donc, s'il y a des besoins spécifiques pour les contrats ou si une start-up ou un chercheur veut faire un contrat bien ficelé, il faut qu'il ait recours à un avocat pour l'accompagner sur cette démarche, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que de toute façon, là, c'est juste pour que vous ayez conscience de ce qui existe. Je vous recommande, en tout état de cause, de prendre un conseil dès que vous souhaitez rédiger et conclure un contrat pour ne pas avoir de mauvaises surprises et ne pas oublier quelque chose ou ne pas voir quelque chose. Par exemple, si un co-contractant vous donne un contrat, il y a des choses que peut-être vous ne verrez pas vous et qui vous engagera alors que la personne qui vous aura transmis le contrat le saura.
C'est assez technique, comme vous allez le voir sur certains points, notamment sur les droits qui sont donnés en licence ou cédés. C'est assez technique. Donc, du coup, il faut être assez vigilant. Là, c'est vraiment pour vous ouvrir l'esprit dessus, pour vous montrer ce qui existe, mais d'un point de vue assez général et assez global. Donc, ça ne sont que des exemples généraux et chaque cas est ensuite particulier. Donc, il faut adapter. Et pour adapter cela, je vous conseille vivement, effectivement, de vous rapprocher de quelqu'un de compétent. Donc, aujourd'hui, on va donc parler de ces contrats. Pour parler de contrat, je veux juste vous donner une définition assez générale de ce qu'est un contrat. C'est une convention qui lie les parties qui s'y obligent. C'est un acte conclu entre au moins deux personnes. Ça le distingue de l'acte unilatéral, comme la promesse unilatérale de vente ou tout acte unilatéral. Un contrat, c'est deux parties qui vont deux ou plus, hein, mais généralement deux parties qui vont se lier. Et dans ce contrat, il y a des obligations qui s'imposent aux parties qui signent ce contrat. C'est vraiment important parce qu'à partir du moment où vous signez, vous entrez dans un contrat, tout ce qui est écrit dedans s'impose à vous comme à votre co-contractant. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qui est écrit dedans. Donc, comme je vous le disais, le contrat permet donc à chaque partie de définir exactement quelles vont être les conditions dans lesquelles elles vont s'engager et ce qu'elles souhaitent, le sujet sur lequel elles souhaitent s'engager. C'est l'objet du contrat. Dans le cadre de ce module, l'accord dont je vous ai le plus parlé pendant toutes ces interventions, c'est l'accord de confidentialité. Cet accord de confidentialité, souvent, on le résume au NDA, Non-Disclosure Agreement, puisque c'est vraiment au niveau mondial que ça existe, ce genre d'accord. Cet accord est particulièrement important, comme je vous l'ai relevé vraiment fréquemment lors des interventions précédentes, parce que cet accord vous permet, dès le début, de vous protéger, vous en tant que start-up. Par exemple, vous avez une idée et vous souhaitez la développer, mais avant de la clarifier totalement, vous avez juste des bribes d'idées, vous souhaitez en parler avec un partenaire qui pourrait être intéressé. Qu'est-ce que vous allez faire pour ne pas perdre le droit que vous possédez sur cette idée déjà un peu matérialisée, parce que l'idée, comme je vous l'ai expliqué, est en elle-même de libre parcours. Vous allez faire quoi? Vous allez faire un NDA. Vous voulez protéger un algorithme avant de le divulguer à un partenaire, pareil. Qu'est-ce que vous allez faire? Un NDA. Vous voulez protéger votre savoir-faire, qu'est-ce que vous allez faire? Un NDA, parce que le savoir-faire, il est protégeable que par NDA, il n'est pas protégeable autrement, comme l'algorithme d'ailleurs. Vous voulez protéger vos négociations avec des tiers, savoir que vous pouvez justement échanger avec lui diverses informations sur votre future start-up ou sur votre start-up, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez conclure un accord de confidentialité. Donc, c'est vraiment un préalable très important dans plein de domaines. Ça permet de protéger tout ce que vous échangez comme information avec votre partenaire ou votre futur partenaire, généralement, avant même de signer un contrat, même un Memorandum of Understanding ou n'importe quoi, on va signer, dès qu'on rencontre quelqu'un, un partenaire ou n'importe qui, on va signer ce NDA pour protéger tout ce qu'on échange comme information avec cette personne, pour que cette personne ne puisse pas les divulguer sans porter atteinte à ce NDA et donc sans vous devoir un dédommagement, même si généralement le dédommagement ne suffit pas, puisque une fois qu'une information est divulguée, parfois ça vous retire tout un droit. C'était le cas notamment en matière de brevet, comme je vous l'avais expliqué. Alors, il y a donc des NDA qui sont soit des NDA unilatéraux, auquel cas là ce ne sera pas un contrat, ce sera un accord, ce sera un acte unilatéral de temps en temps. C'est une seule partie qui s'engage à garder des informations confidentielles ou à transmettre des informations. Enfin voilà, ça c'est. Ou alors la plupart du temps, ça va être des NDA bilatéraux dans lesquels les deux parties vont s'engager mutuellement. Donc on dira qu'il y a une disclosing party et une receiving party, et on le fera de façon, donc cet accord très anonyme, entre guillemets, puisqu'on définira les informations de la disclosing party et de la receiving party, ou de la partie qui divulgue ou de celle qui reçoit, et sans dire que telle ou telle partie divulgue telle ou telle information. Ce sera de façon très générale pour être le plus large possible. Donc, comme je vous le disais, cet accord est donc vraiment essentiel lorsque vous commencez votre start-up. À mon sens, vous devez vraiment faire signer un NDA dès
que vous rencontrez quelqu'un, comme je vous l'ai dit, ou une clause de confidentialité pour un futur salarié. C'est vraiment extrêmement important parce que ça vous prémunit de toute divulgation de vos informations que vous considérez comme confidentielles et donc qui seraient valuable, enfin qui seraient que vous pourriez ensuite négocier ou autre. C'est vraiment extrêmement important. Donc, toute personne qui intégrera votre projet, qu'elle soit salariée ou prestataire extérieur, doit signer un NDA avec vous pour vous protéger. Et c'est donc, comme je vous le redis encore une fois, extrêmement important en matière de brevets notamment, puisque comme vous le savez maintenant, toute une invention doit être nouvelle et la nouveauté est absolument absolue. Je fais exprès de le répéter, de faire une redondance parce que c'est extrêmement important. Si vous divulguez votre invention, alors que vous n'avez pas encore déposé de demande de brevet, vous le savez, comme je vous l'ai expliqué lors de la formation brevet, votre brevet ne pourra pas aboutir. Vous aurez une invention, mais vous n'aurez pas de brevet. Donc, c'est vraiment essentiel. C'est un prérequis pour moi obligatoire, d'où le doigt que je vous surligne et que je vous mets en gras sur cette slide. C'est vraiment extrêmement important pour vous protéger. Et donc, ça, c'est pour toutes les personnes que vous allez rencontrer, qu'elles soient futures partenaires ou qu'elles soient totalement extérieures. Quelles sont les clauses essentielles que l'on va intégrer dans un NDA? Alors, cette première slide traite des clauses générales qui vont s'intégrer, en fait, qui doivent être rédigées dans tous les contrats que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc ça, c'est pas spécifique au NDA, c'est vraiment à tous les contrats que je vais vous présenter aujourd'hui. Il faut toujours prévoir des parties au contrat. On doit les définir. C'est-à-dire qu'au début d'un contrat, on va mettre la société machin machin et cette société machin machin, comme je vous dis, doit être définie de façon très stricte. Ces obligations dépendent des pays dans lesquels les sociétés sont établies. Mais en Tunisie, on est obligé, au regard de la loi, de détailler des mentions obligatoires dans le contrat. Et donc, c'est ce que je vous ai indiqué sur la gauche de cet écran. C'est la société X, donc, doit indiquer sa forme. Donc, on doit dire société, par exemple, société Apple. Hein, alors, vous indiquez sa forme juridique, donc une SA, une SARL ou autre, de droit tunisien, si c'est une société de droit tunisien. Au capital 2, on doit indiquer le capital de la société, dont le siège social est situé à, vous devez inscrire l'adresse du siège social, enregistrer auprès du registre de commerce et des sociétés de Tunis, si c'est Tunis, ou d'un autre district, sous le numéro d'identification unique. Ça, c'est un numéro que vous trouvez lorsque vous créez votre société. Vous avez un numéro qui est attribué et donc il faut inscrire ce numéro. Auparavant, c'était numéro d'enregistrement et matricule fiscale et maintenant, ça a été regroupé sous un numéro d'identification unique. Donc, vous devez inscrire ce numéro d'identification unique sur votre contrat et vous devez indiquer la personne qui a capacité à représenter cette société, donc en mettant son nom, prénom, enfin surtout son nom, et sa qualité en fait. Quelle est sa qualité pour pouvoir représenter la société et signer ce contrat? Il faut qu'elle ait qualité à agir pour pouvoir signer ce contrat. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il est fortement recommandé de prévoir un préambule. Le préambule est important pour clarifier en fait le contrat, le situer dans son contexte. C'est-à-dire que dans ce préambule, vous allez pouvoir expliquer les conditions dans lesquelles vous avez été amené à signer ce contrat. Donc, par exemple, si c'est un partenaire que vous allez rencontrer, vous allez écrire que vous vous êtes rencontrés comme ça ou que ce partenaire a eu oui-dire de votre activité et a voulu vous rencontrer. Vous l'écrivez, c'est très important. Ça peut permettre de clarifier ensuite les obligations que vous allez inscrire dans le reste du contrat. Alors là, je vous ai mis un exemple pour un inventeur, en fait, qui cherche un partenaire pour développer son invention. Donc, on écrit l'inventeur. Alors, en théorie, l'inventeur, là, je l'ai mis en petit i, mais normalement, on va le définir dans le contrat. Si le contrat est un peu plus compliqué, on va le définir et on le mettra avec un i majuscule. Mais là, sinon, vous mettez l'inventeur à développer l'idée de créer un objet innovant, par exemple, dont les caractéristiques sont les suivantes. Vous allez décrire l'objet innovant dans le cadre de ce préambule. Et soit vous pouvez joindre une annexe pour le décrire encore mieux, soit vous le laissez comme ça. Comme ça, on sait sur quoi porte le NDA exactement et ce qui va être protégé.
Là-dessus, vous dites que l'inventeur cherche, donc vous, si c'est la start-up, hein, ou la start-up cherche un partenaire pour l'aider à mettre en forme et développer son invention. Dans ces conditions, le partenaire, là, en l'espèce, ça va être un prestataire extérieur, qui peut être un développeur. Il est intéressé par le développement de cette invention pour le compte de l'inventeur. Comme ça veut bien dire que c'est vous qui êtes à l'origine de cette invention et que le prestataire n'est qu'un prestataire extérieur, mais que tout vous reviendra. C'est vraiment pour, vous voyez, mettre le cadre de la relation contractuelle et savoir ensuite comment tout cela va se gérer. Si par exemple, vous ne faites pas d'autres contrats par la suite, celui-là pourra servir de base pour interpréter cette relation pour la suite. Donc, c'est vraiment extrêmement important, ce préambule, que ce soit dans le cadre de ce NDA ou de tous les autres accords, comme je vous le dis. C'est vraiment essentiel, comme la désignation des parties. Ce sont pour moi deux parties que les gens négligent généralement et qui, pour la désignation de la société, peut être une cause de nullité du contrat, mais qui, pour le préambule, est vraiment utile pour comprendre la relation et le cheminement par lequel les parties se sont rencontrées et pourquoi elles se sont rencontrées. C'est vraiment très, très utile et très important pour tous les contrats. Donc là, on revient spécifiquement au NDA. Dans un NDA, le but du NDA, c'est de couvrir des informations confidentielles. Alors, il faut définir ces informations confidentielles. Je vous ai mis un exemple très large. Évidemment, ça peut être bien plus développé. Là, je vous ai mis les informations confidentielles inclus, sans limitation, toutes les informations confidentielles relatives à l'idée, à l'invention, aux technologies développées, au savoir-faire, aux processus, aux secrets commerciaux, aux informations financières, techniques, comptables, juridiques, administratives, au plan stratégique, aux listes de clients, etc. Vous incluez tout ce que vous souhaitez dedans. Il faut que ce soit effectivement le plus vaste possible pour vous protéger, vous, au mieux, et surtout protéger donc les informations confidentielles de votre start-up. Ensuite, on prévoit toujours des obligations. Alors, comme je vous le disais, ça peut être des obligations soit unilatérales, soit bilatérales. Généralement, on recommande de mettre du bilatéral. Donc, l'obligation principale, c'est de maintenir, évidemment, ces informations confidentielles. Donc, soit de prendre des mesures spécifiques en prévoyant que la partie à qui vous allez divulguer ces informations prévoit, elle aussi, des accords de confidentialité ou des clauses de confidentialité avec ses salariés ou avec les sous-traitants, si elle a le droit de sous-traiter ce que vous lui donnez, qu'elle prévoit des mesures équivalentes de respect de cet accord de confidentialité. Et donc, qu'il ne faut évidemment divulguer ces informations à personne d'autre que ce qui est autorisé, strictement autorisé dans le contrat, ne pas les copier, les diffuser au-delà de ce qui est autorisé dans le contrat, parce qu'évidemment, il y aura toujours une copie de ces informations, mais cette copie doit être suivie et ne doit pas être dupliquée plusieurs fois. Et surtout, il faut savoir comment y avoir accès à cette copie et la détruire le cas échéant à la fin de la relation contractuelle. Il est également recommandable d'indiquer une durée à l'accord. Donc, généralement, on va mettre 5 ou 10 ans après la fin de l'accord, sauf si c'est du savoir-faire strict ou de l'information secrète totale. Mais si, par exemple, ça porte sur un projet qui va se développer ensuite, on va mettre du 5 à 10 ans grand maximum parce que normalement, il y aura ensuite soit un accord cadre, soit autre chose qui portera en fait sur le projet en lui-même. Et dans cet accord cadre, on prévoira de nouveau une clause de confidentialité pendant toute la durée de l'accord, donc du développement du projet et ensuite. Donc généralement, l'accord de confidentialité, si c'est juste un préalable à une relation contractuelle, on va prévoir du 5 ou 10 ans, sauf si, je vous le dis, c'est sur du savoir-faire et du coup, ça a vocation à être un accord qui reste dans le temps pendant plusieurs temps, si c'est sur des informations qui ne sont protégées que par le secret et qui ne seront protégées que par le secret dans toute leur durée d'existence. Donc ça varie effectivement en fonction de ce sur quoi ça porte. Donc voilà, ça ce sont les clauses principales. Après, généralement, on prévoit à la fin du contrat la restitution des informations confidentielles, comment elles sont restituées et comment on s'engage à les détruire aussi, sinon, si on les conserve, voilà. Et la seule chose que je veux également apporter à votre attention, c'est que généralement dans les NDA, notamment américains, droit anglo-saxon, ils prévoient toujours effectivement une clause en disant que si jamais cette violation de confidentialité, cet accord de confidentialité est violé,
les dommages et intérêts ne seront jamais suffisants pour réparer le dommage réel subi et que du coup, il va y avoir réparation des dommages directs et indirects avec des sommes généralement assez astronomiques comme c'est le cas dans les pays anglo-saxons. Donc, il faut être assez vigilant si votre co-contractant est un anglo-saxon, vérifiez les clauses de responsabilité à la fin. Dans les accords, sinon, de droit plus on va dire, européen, où il y a généralement, c'est assez simple, c'est un accord de 2 pages, mais juste pour vous protéger et protéger la personne qui vous donne des informations confidentielles. Voilà, donc on va faire une première petite pause sur cet accord. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez prendre la parole et me les poser en direct. Donc, vous ouvrez votre micro et vous prenez la parole. Salut, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Au fait, ma question, c'est par rapport au contrat d'initiation à la vie professionnelle, SIVP. C'est-à-dire, il y a un stagiaire qui va commencer à travailler pour votre startup et il n'y a pas normalement de, il n'y a pas de protection par rapport à pour ma startup, c'est-à-dire il n'y a pas de NDA. Est-ce que ça peut se faire en dehors du contrat ou Bien sûr. C'est-à-dire que vous allez avoir le contrat de l'université, c'est ça? Le contrat déjà prédéfini par l'ANT. Exactement. Mais dans ces conditions, vous lui faites signer un accord de confidentialité. C'est-à-dire que dès que vous commencez à parler avec lui, vous lui faites un accord de confidentialité où il s'engage, s'il vient dans votre société, à conserver tout secret. D'accord, merci. Normalement, c'est censé… Vous êtes sûr qu'il n'y a pas une clause de confidentialité dans cet accord qui est signé avec… Non, il n'y a pas. Non. C'est-à-dire que c'est un stage et tu n'es pas censé tout savoir. Tu vas être coaché et voilà. Donc, il n'y a pas de partie de confidentialité de data et tout. D'accord. Mais alors, dans ces conditions, vous lui faites signer quand il arrive. D'accord. C'est essentiel, en fait. Vous lui mettez un accord tout simple, hein, une page et demie, en mettant voilà, toutes les informations auxquelles vous aurez accès. Donc, vous mettez pour le coup, comme c'est une personne physique, vous devez mettre son nom, son prénom, sa date de naissance, son numéro de, comment ça s'appelle, de carte d'identité. Et voilà, avec votre société, votre startup que vous désignez comme je l'ai inscrit, donc société XYZ, de forme SA, SARL, de droit tunisien, enregistré sous tel numéro avec le siège social comme je vous l'ai détaillé, et vous faites un accord qui sera signé par les 2 parties dès qu'ils rentrent dans la société. D'accord. Par contre, vous lui mettez une durée assez longue alors à la fin, parce qu'il vient que pour quelques semaines ou mois, je suppose. Bon, on peut l'intégrer après dans la société, mais c'est-à-dire le premier contrat avec lequel il va signer. Et comme vous ne le savez pas, vous ne savez pas si vous allez l'intégrer, vous prévoyez au moins 5 à 10 ans de durée de cet accord de confidentialité pour que même lorsqu'il quittera votre société, il ne puisse pas aller utiliser ces informations autre part. Voilà, d'accord. Parfait. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vais donc passer alors au contrat suivant. De toute façon, vous pourrez toujours à la fin revenir sur des questions sur l'ensemble des contrats. On fait des sessions de questions après chaque contrat que je vous présente aujourd'hui, mais nous pourrons évidemment à la fin, si vous avez des questions qui reviennent sur des premiers contrats, il n'y a pas de problème, je vous répondrai également. Donc là, nous partons maintenant sur le contrat de licence et de cession ou de cession de droits de propriété intellectuelle. En fait, ce sont donc des contrats spécifiques, là pour le coup, à la propriété intellectuelle. Ce sont des contrats qui vous permettent d'exploiter vos droits, comme je vous l'ai exposé lors des interventions précédentes. Ces droits de propriété intellectuelle, vous avez donc un titre pour certains. Pour le droit d'auteur, vous avez le droit sans le titre en tant que tel, mais vous avez quand même ce droit d'auteur. Donc, vous pouvez disposer librement, enfin plus ou moins on va dire, mais relativement librement, de votre droit de propriété intellectuelle, et vous pouvez en disposer soit directement en l'exploitant vous-même, en direct, donc vous fabriquez votre invention, vous la vendez, vous vendez des produits sous la marque, ou vous voyez ce genre d'exploitation directe,
ou vous pouvez l'exploiter indirectement. Vous pouvez d'ailleurs faire les deux, l'exploiter directement et indirectement. L'exploitation indirecte, c'est via des contrats que vous allez conclure avec des tiers pour que eux exploitent vos droits de propriété intellectuelle. Et ça va générer donc un profit à votre société, puisque évidemment, ce sont des contrats à titre onéreux, c'est-à-dire que vous inscrivez un montant, une rémunération. Généralement, ça peut être une rémunération forfaitaire ou à l'inverse, des royalties, donc qui vont dépendre du chiffre d'affaires, par exemple, de la société avec laquelle vous allez conclure le contrat. Mais donc voilà, vous pouvez le faire directement et ou indirectement. Donc, aujourd'hui, je vous présente le contrat de licence et le contrat de cession et un peu plus tard, le contrat de franchise qui se porte principalement sur la marque. Donc, du coup, enfin, sur la marque d'ailleurs, simplement. Ce sont les deux principaux qu'on va aborder. Il y a d'autres contrats qui existent sur les droits de propriété, intellectuelle. Vous pouvez nantir votre droit de propriété intellectuelle, vous pouvez l'apporter en société. Ça, ce sont d'autres contrats. Aujourd'hui, je fais que la licence et la cession qui sont les contrats d'exploitation dits classiques des droits de propriété intellectuelle. Alors, qu'est-ce qu'un contrat de licence? On va commencer par la licence. Un contrat de licence, c'est un contrat par lequel une partie autorise une autre partie à utiliser sa création. Alors, dans création, dans le cadre de cette intervention, j'entends aussi bien une création qui puisse être une invention, qui puisse être un droit d'auteur, qui puisse être une marque. Donc, c'est la création au sens général que j'utilise. Donc, vous avez protégé, vous avez créé une œuvre et vous souhaitez autoriser l'exploitation de cette œuvre par un tiers. Dans ces conditions, vous devez conclure un contrat de licence. Et dans ce contrat, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce qui est essentiel? C'est en premier lieu, évidemment, d'identifier le droit que vous allez donner en licence. Donc, pour une marque, pour ceux qui étaient là à la formation marque, j'avais mis des slides avec des marques et donc on voyait une marque, on va dire, il y avait Decathlon souvent qui arrivait ou n'importe quelle marque. On doit, si c'est une marque figurative ou semi-figurative, on met la représentation graphique, sinon on l'écrit. Donc, si c'est une marque verbale, on met XYZ, donc la marque, et vous indiquez que c'est une marque tunisienne, si elle est tunisienne, que c'est une marque internationale en inscrivant les pays pour lesquels elle est déposée, si c'est une marque internationale. Vous mettez son numéro. Alors, pour les marques tunisiennes, tous les numéros, ils commencent par TN/T, enfin, tous les relativement récents, /2012 pour une marque de 2012, parce que j'ai écrit ensuite qu'elle a été déposée en 2012, c'est pour ça que j'ai mis ça. Et ensuite, il y a 6 chiffres qui correspondent donc à son rang de dépôt dans l'année en question. Donc, en 2012, là, je parle de la marque 6545, je n'ai pas la moindre idée de quelle marque c'est, j'ai juste pris ça comme exemple. Et donc, j'ai écrit déposé le 26 août 2012 pour désigner des produits et services. Alors, là, d'ailleurs, j'ai fait une erreur, c'est des produits, la classe 25, il n'y a pas de service dans la classe 25, ce ne sont que des produits. Donc, vous écrivez tous les produits et ou services pour lesquels vous avez déposé votre marque. Donc, vous listez les classes, à quoi ça correspond. Je vous avais expliqué qu'il y a plusieurs classes de produits et services dans lesquels vous pouvez déposer votre marque. Pour un brevet, vous allez écrire le numéro du brevet. Donc, pareil, si c'est un brevet tunisien ou si c'est une extension internationale ou autre, vous l'écrivez, vous écrivez son numéro et vous pouvez décrire un peu l'objet du brevet pour que ce soit un peu plus clair. Et pour un droit d'auteur, alors c'est un peu plus compliqué parce que le droit d'auteur, comme je vous l'avais expliqué, il naît de la simple création. Du coup, ça peut être futile, auquel cas, je vous le recommandais, soit de vous envoyer une lettre recommandée, soit de le déposer à l'OTDA, soit sous enveloppe solo, soit d'une autre façon. Vous devez écrire comment vous matérialisez votre droit d'auteur et donc comment on peut savoir exactement sur quoi porte votre licence. Pour cela, après l'avoir détaillé au début de votre contrat, après avoir évidemment défini les parties et fait un préambule, comme je vous l'ai dit au tout début, vous faites ensuite une annexe et en annexe, vous joignez une copie de ces droits, ce qui permet de retirer tout doute sur le droit qui est concédé en licence. Alors, une licence, ça correspond à quoi exactement? Ça correspond en fait à une location. Une location, c'est-à-dire que vous louez à une personne la possibilité d'utiliser votre droit de propriété intellectuelle. Et vous allez choisir ce que vous allez autoriser dans cette location, dans cette licence. Vous allez soit lui donner une licence totale sur votre droit, soit une licence parcellaire.
Et notamment, vous allez choisir si vous voulez aussi donner une licence exclusive ou non. Alors, la licence exclusive, ça veut dire que personne d'autre ne pourra utiliser le droit que vous avez donné en licence exclusive sur la partie pour laquelle vous l'avez donné en licence exclusive. Une exclusivité ne se présume jamais. C'est-à-dire que on ne peut pas dire qu'un contrat est exclusif si le mot exclusif n'est pas expressément écrit à l'intérieur. Donc, en fait, si vous écrivez simplement je donne, la société XYZ donne en licence à la société WZA le droit qui est détaillé en annexe, dans ces conditions, ce sera de facto une licence simple. Ça ne peut pas être une licence exclusive. La licence exclusive doit être mentionnée et l'exclusivité doit être définie. Si elle n'est pas définie, si on dit licence exclusive, ça va être une licence exclusive totale. C'est-à-dire que vous n'aurez, pas le droit non plus d'exploiter votre droit. Vous aurez donné une licence exclusive. En revanche, vous pouvez prévoir dans le contrat en indiquant que le donneur de licence, donc, concède une licence exclusive d'exploitation au profit du licencié, mais conserve le droit d'exploiter lui-même la création, qui aura été donc définie en annexe. Donc là, vous aurez le droit de l'exploiter. Ou alors, vous allez donner une licence exclusive territoriale. C'est-à-dire que, par exemple, votre marque va être déposée en Tunisie, puis dans d'autres pays. Vous allez dire que vous donnez une exclusivité à telle société pour la Tunisie. Et vous pourrez donner une exclusivité pour une autre société dans un autre pays. Pareil, vous allez pouvoir donner pour une marque toujours, mais c'est pareil pour le reste en fait, pour ce dont je vais parler là, non. Mais une marque, comme je vous le disais, est déposée pour plusieurs produits et services. Vous allez pouvoir donner certains produits ou services à une société en exclusivité et d'autres à une autre société. C'est possible aussi en fait, c'est flexible. C'est à vous de déterminer exactement ce que vous souhaitez et dans quelles conditions et dans quelles mesures. Donc, il faut vraiment être vigilant à ça, savoir ce qu'on donne et dans quelles limites. Alors, outre l'exclusivité, vous allez pouvoir donner une licence totale ou partielle. C'est-à-dire que, de nouveau, pour la marque, vous donnez soit une licence totale de l'ensemble de votre marque, soit une partielle. Comme pour l'exclusivité, vous pouvez donner l'exclusivité pour un territoire. Là, vous pouvez donner en licence la marque que pour un territoire, qu'elle soit exclusive ou non, ou pour l'ensemble, ou pour un produit et service, ou pour la fabrication simplement de produits, mais pas la vente. Voilà, vous pouvez moduler ce que vous donnez dans votre licence. Par exemple, un distributeur va avoir le droit, lui, simplement de distribuer les produits sous marque. C'est-à-dire qu'il va avoir le droit de les distribuer, mais pas les droits de les fabriquer. Il devra les acquérir auprès d'un fabricant référencé par vous, puisque ce sont des produits sous marque. Par exemple, vous allez lui donner le droit de celui qui va fabriquer les marques, par exemple, lui, il n'aura pas le droit de les distribuer et il n'aura pas le droit de faire de la publicité dessus. Donc, il n'aura pas le droit d'utiliser la marque autrement que pour la poser sur le produit qu'il fabrique. Pour le droit d'auteur, ça va être encore plus complexe parce que le droit d'auteur est beaucoup plus complexe, comme vous l'avez vu lors de mon intervention précédente, puisqu'en fait, sont attachés aux droits d'auteur, donc des droits moraux et des droits patrimoniaux. Mais dans les droits patrimoniaux, ceux-là sont assez vastes puisqu'il y a le droit de reproduction, de représentation, de diffusion, de traduction, d'adaptation. Donc, en fait, vous pouvez donner à quelqu'un un droit d'auteur en licence pour, pareil, reproduire, par exemple, l'œuvre que vous avez créée. Mais, comme je vous le disais, notamment avec l'exemple du Rothko non, c'était pas un Rothko, c'était un Dubuffet, je crois. Non, c'était je sais plus c'était un Basquiat que j'avais mis sur la présentation que je vous avais faite. La personne qui acquérait le support de l'œuvre, elle n'acquérait que le droit de mettre l'œuvre dans son salon, par exemple, et rien le droit. Là, par exemple, vous aurez le droit de dire que la personne, elle a le support matériel, mais elle a le droit de reproduire l'œuvre. Donc, par exemple, de faire reproduction sur des cartes postales. Si vous lui donnez ce droit de reproduction sur des cartes postales du tableau, ça ne veut pas dire qu'elle aura le droit de faire un film sur le tableau ou de faire des publicités en mettant ce tableau dessus.
en fait, vous gérez l'œuvre comme vous le souhaitez, votre œuvre que vous donnez en licence. Vous indiquez clairement ce que vous autorisez et ce que vous n'autorisez pas. Par exemple, vous faites le script d'un film, ça ne veut pas dire que la personne qui acquérera les droits sur le script aura le droit ensuite de le traduire pour faire des films, enfin faire des adaptations du film dans d'autres langues. Vous gérez vraiment, comme je vous le dis, votre droit de propriété intellectuelle comme vous le souhaitez et il faut le décrire au sein du contrat en choisissant ce pourquoi vous voulez autoriser l'exploitation de votre droit. Pour le brevet, c'est pareil. Vous choisissez si vous voulez faire une licence de l'ensemble de votre brevet, s'il est déposé dans plusieurs pays, ou si c'est juste pour un pays, ou si vous donnez une licence pour la fabrication de l'invention, ou pour son utilisation, ou pour sa vente, ou pour son importation, il faut vraiment déterminer tout cela dans le cadre de votre contrat, et normalement dès l'objet du contrat. C'est-à-dire que l'objet du contrat va dire que c'est une licence d'un des droits en question, donc marque, droit d'auteur ou brevet, ou de plusieurs d'ailleurs qui peuvent se cumuler. Ça peut être un brevet avec une marque associée pour le produit et sur lequel il peut y avoir un droit d'auteur également. Mais donc, vous devez indiquer tout cela et dans l'objet, définir clairement l'objet de votre contrat sans ambiguïté. Et c'est ce que je vous disais, le préambule va permettre d'expliquer un peu plus le contexte du contrat pour lever toute ambiguïté. Il faut donc que ce soit extrêmement clair. Ensuite, donc une fois que vous aurez fait cet objet du contrat en choisissant si vous faites une licence exclusive, totale, partielle, sur quel droit, dans quel voilà, vous allez définir les conditions et ça va être les obligations, vos obligations à vous en tant que donneur de licence et les obligations du licencié, donc de la personne à qui vous allez donner votre droit en licence. Le donneur de licence, il a principalement une obligation qui est celle de maintenir les droits qu'il donne en licence. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de droit, il n'y a plus de licence. Le contrat n'aura plus d'objet. Donc, vous, en tant que donneur de licence, si vous êtes dans ce cadre-là, vous devez vous engager à maintenir les droits sur votre création. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si votre marque vient à échéance, vous devez la renouveler. C'est une obligation du contrat de licence. Si votre brevet vient à échéance, idem, mais le brevet, c'est plus subtil, comme je vous l'avais expliqué, puisque pour que le brevet reste un brevet en tant que tel et que vous bénéficiez toujours de votre droit au brevet, vous devez chaque année payer des annuités. Si vous oubliez de payer une annuité, le brevet tombe dans le domaine public. Donc, votre invention, effectivement, existe toujours, mais il n'y a plus de brevet. Ça veut dire que toute personne y a accès, puisque lorsque vous déposez un brevet, vous dévoilez l'ensemble de l'invention. C'est le but du brevet, c'est de dévoiler l'ensemble de l'invention pour tout le monde, pour la recherche et pour tout cela, mais en même temps, en vous octroyant un monopole dessus pour vous remercier, entre guillemets, de faire avancer la recherche. Donc, du coup, vous devez payer ces annuités. C'est l'obligation principale du donneur de licence. On peut en mettre d'autres, mais celle-là, c'est l'obligation principale. En revanche, le licencié, lui, va avoir beaucoup plus d'obligations vis-à-vis du droit que vous lui donnez en licence. Il doit, notamment pour tout ce qui est marque et tout ce qui est brevet, enfin tout ce qui est marque surtout, mais c'est un peu pareil pour les brevets, s'obliger à exploiter, utiliser et développer la marque qui est dans le contrat de licence de manière effective, loyale et sérieuse. Cette obligation est importante puisqu'une marque qui n'est pas utilisée pour les produits et services qu'elle désigne peut être déchue au bout de 5 ans. Donc, on peut perdre sa marque au bout de 5 ans s'il n'y a pas un usage réel et sérieux de cette marque. Donc, si vous choisissez d'exploiter indirectement votre marque par le biais d'un contrat de licence, il faut que votre licencié s'engage, qui plus est s'il est exclusif, qui s'engage à utiliser cette marque telle que vous l'avez déposée d'ailleurs. Sinon, ça ne valide pas l'usage réel, effectif et sérieux. Et il doit l'exploiter pour les produits et services qui sont indiqués dans le contrat pour que cette marque puisse être jugée, utilisée au sens du droit des marques. Le licencié doit s'engager à exploiter la marque sur les territoires indiqués dans le contrat et seulement sur ce territoire. Parce que vous pourrez avoir fait d'autres réseaux de licences dans d'autres pays en octroyant notamment des exclusivités ou autres, ou parce que tout simplement, vous n'avez pas
cette marque dans les autres pays. Donc, le licencié doit se contenter de ce qu'il a obtenu comme droit dans la licence et négocier avec vous. Il doit s'engager à payer les royalties prévues au contrat de licence. Donc, ces royalties, vous pouvez les prévoir de manière forfaitaire, donc un prix fixe, soit tous les mois, soit tous les ans, soit voilà, soit de manière proportionnelle en fonction du chiffre d'affaires que le preneur de licence, donc que le licencié fera en exploitant cette remarque. Donc, dans ces conditions, vous aurez accès à ces comptes en prévoyant une clause spécifique à cet égard qui dit que vous pourrez avoir accès à l'ensemble de sa comptabilité pour vérifier que les royalties qu'il vous verse correspondent bien à ce qu'il a encaissé. Et le licencié doit s'engager à ne pas déposer, développer, utiliser de marques identiques ou similaires à la marque objet du contrat, parce que sinon, ce sera un dépôt frauduleux, puisque du coup, il aura copié votre marque, ce qui est interdit, et surtout, il aura donc violé le contrat. C'est généralement une des clauses de résiliation du contrat également. Donc, en brevet, c'est à peu près pareil. Il doit s'engager à exploiter l'invention de manière réelle et sérieuse. Il doit s'interdire d'exploiter toute invention technique identique ou similaire. Et il doit s'engager à payer les royalties prévues au contrat de licence. C'est vraiment essentiel aussi. En droit d'auteur, je ne l'ai pas mentionné mais ça va être en fait, il va avoir pareil une obligation de rester dans le cadre de ce qui lui est octroyé comme droit. Donc, s'il a un droit de reproduction, il n'aura pas le droit de traduire l'œuvre, par exemple, ou de l'adapter. Si c'est un droit juste d'utilisation, il aura juste le droit d'utiliser sans rien faire d'autre. On n'a pas le droit de dénaturer l'œuvre, puisque en matière de droit d'auteur, vous vous souvenez, il y a les droits moraux qui sont très importants aussi. Donc, on ne peut pas porter atteinte à l'honneur et à la réputation de l'auteur en dénaturant son œuvre. Donc voilà, il faut être assez vigilant là-dessus. Une chose que beaucoup de gens oublient, c'est qu'un contrat de licence, pour être opposable au tiers, ce qui est extrêmement important si ensuite il y a du contentieux, il doit être inscrit au registre national. Alors en Tunisie, c'est à l'INORPI. Donc il y a un formulaire où vous pouvez le faire par lettre à remplir que vous déposez à l'INORPI. Là, c'est vraiment extrêmement important parce que, par exemple, vous êtes licencié d'une marque. Il y a une contrefaçon de cette marque sur le territoire sur lequel vous êtes le licencié de cette marque, ou un des licenciés de cette marque. Et dans ces conditions, évidemment, ça va porter atteinte à votre business. Et dans ces conditions, vous allez vouloir demander réparation. Vous ne pourrez pas si votre contrat de licence n'est pas inscrit au registre parce que vous n'apparaîtrez pas aux yeux des tiers comme avoir un droit sur cette marque, un droit de licence. Donc, du coup, c'est absolument essentiel. Donc, généralement, c'est la partie la plus diligente de le faire, mais l'intérêt particulier est pour le licencié, puisque c'est lui qui aura des droits à partir du moment où sa licence sera inscrite et qui n'aura pas ces droits-là si sa licence n'est pas inscrite. C'est-à-dire que le contrat sera valable entre le donneur de licence et le preneur, mais il ne sera pas opposable au tiers. Donc, c'est vraiment extrêmement important de l'inscrire. C'est vraiment 3 fois rien. C'est une petite taxe dans chaque pays à payer. Et il faut joindre une copie du contrat. Alors, si c'est un contrat de licence assez volumineux, généralement, on propose de faire un acte simplifié. Donc, dans le contrat de licence de base, on prévoit que les parties s'engagent à signer tout accord, tout document, en fait, on met généralement nécessaire, notamment pour diverses procédures, dont celle de l'inscription du contrat de licence au registre national. C'est important de le prévoir parce qu'on doit joindre une copie de ce contrat de licence et généralement, il y a des clauses qu'on ne souhaite pas que le registre, donc que l'Office national de propriété intellectuelle voit. Donc, on fait ce genre d'acte simplifié. Donc voilà, ça c'était le contrat de licence qui correspond, comme je vous le dis, à une location, entre guillemets, du droit de propriété intellectuelle. À côté de ça, il existe le contrat de cession. Le contrat de cession, c'est une vente. C'est comme un contrat de vente. Vous vendez votre droit de propriété intellectuelle. Ça veut dire que vous vous dessaisissez du titre. Dans la licence, vous conservez le titre de propriété intellectuelle. Donc, vous avez toujours votre droit, vous pouvez toujours l'inscrire à votre actif et vous avez une rémunération donc, qui tombe pendant toutes les années de ce contrat de licence en fonction de ce que vous avez prévu comme rémunération.
Je crois que quelqu'un a son micro ouvert. S'il vous plaît. Donc, du coup, la différence entre le contrat de licence et le contrat de cession, c'est que d'un côté, vous vous dépossédez de votre droit, de votre titre. De l'autre côté, vous le conservez et vous le gérez. Le contrat de cession, donc, comme je vous le disais, c'est une vente. Vous vendez votre création, donc votre marque, votre brevet, votre droit d'auteur à une autre personne. C'est-à-dire que vous ne souhaitez pas l'exploiter vous-même ou vous souhaitez en exploiter qu'une partie et vendre l'autre. Donc, vous vous en dépossédez. Comme pour le contrat de licence, vous devez identifier votre droit de façon précise. Donc, c'est exactement de la même façon que dans le contrat de licence. Donc, je recommande également de le détailler dès le préambule et ensuite de joindre en annexe la reproduction exacte. Donc, si c'est un brevet, vous joignez le brevet tel qu'il est déposé en annexe. Si c'est une marque, vous joignez la représentation graphique. Enfin, en général, c'est le certificat d'enregistrement ou si elle n'est que déposée, le récépissé de dépôt. Pour un droit d'auteur, donc c'est comme pour la licence, c'est plus difficile de l'appréhender. Donc, si vous avez fait un dépôt, vous joignez la copie du dépôt que vous avez fait. Comme je vous le disais, vous pouvez faire une cession totale ou une cession partielle. Donc, pour une marque, vous pouvez céder la marque pour un seul territoire ou pour tous, ou pour un produit ou service ou pour tout. Pour un droit d'auteur, vous pouvez céder certains droits, mais pas tous, et pour le monde entier ou non. Et le brevet, lui, c'est pareil, il peut être cédé pour certains territoires, si c'est un brevet évidemment international, hein, ou pas juste international, mais que vous avez déposé dans plusieurs pays. Donc ça, c'est à voir ce que vous souhaitez céder ou non. Quelles sont les obligations du cédant? Le cédant s'engage à céder normalement le droit, la création, libre de droit de tiers, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être grévé par notamment un nantissement ou autre, ou alors il doit l'indiquer. Il doit vraiment céder un droit qui est libre et qui est valable. Et les obligations du cessionnaire, ça va être très simple, beaucoup plus simple qu'en matière de licence, c'est de payer le prix de la cession il va devoir aussi inscrire cette cession au registre, comme pour la licence, pour montrer qu'il est maintenant, lui, titulaire des droits sur ce droit de propriété intellectuelle. C'est-à-dire que tant que la cession ne sera pas inscrite au registre, elle ne sera pas opposable au tiers. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a une contrefaçon ou autre, le cessionnaire ne pourra pas agir. Et si c'est dans le sens inverse, le cessionnaire qui est jugé contrefaire un autre droit, c'est le cédant qui sera assigné en contrefaçon, alors qu'il n'aura lui plus de droit sur cette création. Donc, c'est vraiment important d'inscrire, quoi qu'il en soit, le contrat de licence ou le contrat de cession pour que cela soit opposable au tiers et que vous puissiez agir en fonction de ce que vous avez ou de ce que vous n'avez pas. Est-ce que vous avez des questions sur ces deux contrats? Bonjour. 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 Moi, j'ai quelques questions par rapport au contrat de cession de la propriété intellectuelle. En fait, j'ai assisté à une conférence que vous avez faite sur les droits d'auteur. Vous avez parlé qu'il existe en fait deux types, deux choses pour les logiciels. La création de logiciels en soi-même et les droits d'auteur liés à ce logiciel. Donc moi, par exemple, si j'ai un logiciel et j'ai un copyright sur ce logiciel-là, lorsque je vais prévoir une vente de ce logiciel, donc à un client par exemple, et je lui donne la solution et je lui donne dans un contrat la vente de cette solution, et aussi il faut prévoir un autre contrat pour la cessation des droits d'auteur liés à l'utilisation de la solution.
Alors, en matière de logiciel, soit vous développez un logiciel pour une société, auquel cas, c'est un contrat de commande et vous lui cédez effectivement tout, sauf sous réserve des droits moraux, hein, ça je vous avais parlé, ils sont inaliénables et imprescriptibles. Mais généralement, en logiciel, si vous êtes une société qui crée des logiciels et qui a divers clients, vous donnez généralement une licence. Par exemple, nous, quand on achète, entre guillemets, un logiciel Microsoft, pour Word et pour tout ça, on n'achète pas le logiciel en tant que tel, on achète une licence. Alors, je ne sais pas ce sur quoi vous voulez que j'intervienne là dans votre question. Est-ce que vous considérez que vous êtes dépossédé de votre logiciel et donc vous pouvez plus, donc vous l'avez vraiment vendu, ou est-ce que vous voulez être dans le cas où vous avez plusieurs clients qui vont vouloir utiliser votre logiciel, auquel cas on va dire que vous allez le vendre, sauf qu'en fait vous ne le vendez pas, vous le licenciez. Je ne sais pas quel cas vous voulez parler. Oui, je parle du deuxième cas en fait. Oui, parce que la De la solution, licence en définitive. c'est une licence. Et donc, il faut prévoir un contrat de licence. Et ce contrat, Exactement. je donne comment, les façons comment on pourra utiliser le client la solution. Exactement. Oui. Et donc, vous allez Donc, écrire qu'il n'a pas le droit de la décompiler, qu'il n'a pas le droit de faire le reverse engineering, qu'il n'a pas le droit d'accéder, vous allez écrire beaucoup de choses, qu'il n'a pas le droit d'accéder aux sources, qu'il n'a pas le droit… la traduction. Pardon? Surtout la Voilà. traduction Voilà. pour mon cas. Et aussi, il y a la vente à un tiers aussi. En fait, il n'a pas le droit, il n'a pas de droit dessus, il a juste le droit de l'utiliser. C'est ce que je dis, vous allez juste écrire ce qu'il a le droit de faire. Donc, il n'a évidemment pas le droit de le copier, sauf la copie de sauvegarde, qui est légitime, mais il n'a pas le droit de faire d'autres copies, il n'a pas le droit de le dupliquer. Donc, il n'a pas le droit de le donner à quelqu'un d'autre, effectivement, de donner accès à quelqu'un d'autre. Sinon, c'est de la contrefaçon. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez réglementer exactement. Alors, dans les logiciels, c'est des contrats un peu plus dense, on va dire, parce qu'effectivement, vous allez régler tout ce que vous allez donner comme droit et surtout tout ce que vous n'allez pas donner. Oui. Vous allez lister tout ce que vous n'allez pas donner, tout ce qu'il n'a pas le droit de faire. Donc, il a le droit de le gérer. Par exemple, on peut donner une licence pour tant de postes. Vous allez dire que vous avez le droit à un poste ou 5 postes ou 10 postes. Et d'ailleurs, vous pouvez moduler le prix de votre licence en fonction du nombre de postes dans la société qui ont le droit de se connecter avec ce logiciel. Et donc, normalement, vous devez mettre un mouchoir sur votre logiciel pour vérifier. Donc, pour les logiciels, donc, il s'agit plutôt de licences. Alors, sauf, c'est ce que je vous dis, si vous considérez que vous allez avoir plusieurs clients sur votre logiciel, oui. Après, si vous l'avez développé pour une société spécifique, elle vous l'achète, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est un contrat de développement pour une société, c'est-à-dire que c'est un contrat de commande. Et ça, c'est ce que je vous avais expliqué pendant l'intervention spécifique là-dessus. En fait, dans ces conditions, la société est jugée titulaire des droits, mais c'est écrit dans le contrat généralement qu'elle va conclure avec vous. Ça dépend si une société vous contacte en tant que développeur. En tant que développeur pour développer un module spécial pour elle. Ou si vous, soit vous proposez un logiciel que vous proposez à plein de gens, auquel cas vous allez faire une licence, soit une société vous contacte pour développer un logiciel spécifique pour elle. Et là, généralement, elle va être titulaire, elle, des droits, ça va être une session. Oui. Mais parce que tout ce qui est logiciel qu'on installe sur un ordinateur, tout ce qui est quand on est une personne physique, on fait des licences. Et d'ailleurs, il y avait à l'époque, maintenant c'est même plus comme ça a encore évolué, mais au tout début, quand on achetait le logiciel on achetait le CD du logiciel, maintenant on les télécharge directement. Donc en fait, vous avez un pop-up qui arrive sur votre écran et qui dit I agree, donc j'accepte. Et là, vous avez tout le contrat de licence qui se déroule. C'est jamais un achat dans ces conditions, c'est juste une licence. Quand on parle de ça. Et du coup, à l'époque, on achetait donc le CD et quand on déchirait l'opercule en plastique, on disait que c'était une shrink wrap licence. Alors, mon accent anglais est déplorable, mais voilà, on déchirait et le fait de déchirer, ça voulait dire qu'on acceptait la licence qui était contenue dedans. Maintenant, ça se met sur votre écran. Vous, je pense que c'est ça ce dont vous me parlez en fait, c'est que vous développez peut-être des solutions que vous allez vouloir vendre entre guillemets à plusieurs sociétés, sauf que vous les vendez pas, vous les louez. Exactement, c'est dans ce sens. Donc il dans faut ces prévoir conditions. Comment? Alors, si vous la transmettez
via l'ordinateur directement, vous devez prévoir cette espèce de pop-up avec la licence qui va apparaître sur l'ordinateur et ils vont devoir cocher pour dire qu'ils acceptent et ça va emporter leur consentement. Sinon, si vous faites un contrat papier avec la société, dans le contrat, vous détaillez, pareil, ce qu'il y aura sur le pop-up sinon, vous détaillez ce que vous autorisez et surtout ce que vous n'autorisez pas aussi. C'est bien clair. Merci beaucoup, Aude. Et pour la durée, je vous dis, pour le nombre de postes, enfin vraiment, vous pouvez tout moduler. Oui, en fait, c'est une application, en fait, c'est une application web, mais pour donner, pour donner au client l'accès de l'utiliser. Donc, voilà, je prévois un contrat là où je spécifie comme les autorisations que je donne. Ouais. Voilà, exactement. Ouais. Ce que vous réservez, ce que vous donnez comme droit. Et tout ce qui sera, c'est-à-dire qu'en fait, si la personne outrepasse ce que vous lui autorisez, c'est de la contrefaçon. D'accord. Merci beaucoup, Aude. Je vous en prie. Alors, bonjour à tous. J'ai une question à vous poser. Alors, j'ai posé aussi sur le fil de discussion. Donc, la première, il s'agit de savoir si la rémunération peut-elle être mixte, fixe et proportionnelle. Oui, elle peut. D'accord. OK. Que ce soit pour les… Vous pouvez même prévoir un droit d'entrée au début. Vous pouvez tout moduler. D'accord. C'est noté. Puis après, j'avais une deuxième question. En fait, par exemple, pour le cas du brevet, si le licencié apporte des améliorations, est-ce qu'il est seulement un inventeur ou alors il peut devenir copropriétaire? Alors, il ne sera pas copropriétaire de l'invention. S'il fait un brevet de perfectionnement, il aura une invention dans le sillage de la vôtre. Donc, il faudra qu'il demande, ce sera un brevet dans la dépendance. Donc, il faudra qu'il ait votre autorisation pour pouvoir déposer un brevet sur ses perfectionnements. D'accord. Donc, quand vous dites un brevet dans la dépendance, c'est un brevet qui est un peu accessoire au concédant, c'est ça? Au brevet qui a été C'est-à-dire qu'en déposé fait, par le nouveau brevet ne pourra être exploité que s'il y a l'accord du premier. Ah, d'accord. Enfin, ne Ok. pourra être déposé, exploiter tout ça qu'avec l'accord du premier. C'est-à-dire qu'en fait, sinon, ce sera de la contrefaçon du premier s'il le reproduit. Vous voyez? D'accord. Et est-ce que celui qui a déposé le brevet en premier, donc le brevet principal, il a aussi des droits en fait sur ce brevet qui est dépendant? Non, il n'en a pas, mais il en a dans la mesure où il peut refuser ce brevet dépendant, D'accord. mais il n'a pas de droit en tant que tel dessus. Si le perfectionnement a été développé entièrement seul par un autre inventeur. Ok. C'est noté. Mais Merci. du coup, dans ces conditions, il faudra faire un contrat, soit un contrat effectivement pour régler cette dépendance et pour savoir comment le perfectionnement, le brevet de perfectionnement pourra exister et pourra être exploité. D'accord. C'est-à-dire que dans ces conditions, le brevet de base pourra demander un intéressement au revenu. Ok. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Bonjour. Alors, je suis fondatrice d'une start-up spécialisée dans du hardware et j'ai deux questions par rapport au contrat et aux licences. En fait, la première, c'est par rapport aux négociations avec un fabricant ou bien un sous-traitant. Donc, quel type de contrat doit-on conclure dans la partie négociation? Et puis après, si on se met d'accord pour la fabrication ou bien la sous-traitance. Et si on est en Tunisie, quel type de contrat doit-on conclure avec d'autres partenaires qui sont à l'étranger et surtout en Chine? On parle de NNN, donc c'est le Non-User, Non-Disclosure and Non-Circumvention, je crois, Agreement. Donc, quel type de contrat doit-on conclure dans la phase de négociation et puis si on se met d'accord sur la fabrication? Et la deuxième question, si on fait appel à un partenaire pour poursuivre le développement, en fait, comme les instituts de recherche, par exemple, quel type de contrat doit-on conclure pour préserver, en fait,
les droits et la propriété intellectuelle avant de commencer les travaux et de poursuivre le développement du brevet en question. Voilà. Alors, pour la deuxième partie de votre question, je vais l'aborder, je pense, dans les accords de recherche et développement que je traite juste après. Pour la première partie, en fait, c'est ce que je vous disais en introduction de cette intervention et dans le premier contrat. La première chose que vous devez faire dès que vous voyez quelqu'un, c'est un NDA, un accord de confidentialité. En fait, dans toute négociation, en fait, c'est vraiment l'accord de base. C'est-à-dire que vous commencez à travailler avec un nouveau client ou prestataire, enfin comme vous voulez l'appeler. Vous faites un NDA avant tout. C'est-à-dire que vous commencez, les deux parties commencent à se rapprocher. L'une montre un intérêt pour l'autre et vice-versa. Vous signez immédiatement un NDA. En fait, c'est vraiment dès le début des échanges par email ou des échanges verbaux. Première chose qu'on envoie, premier accord, c'est un NDA avant d'envoyer quoi que ce soit comme information confidentielle. Une fois que vous avez le NDA, après, tout dépend de ce que vous allez faire comme relation, mais vous pouvez, si c'est assez complexe, vous pouvez au fur et à mesure de votre relation faire un MOU, Memorandum of Understanding, où vous allez à chaque fois mettre par écrit ce sur quoi vous vous êtes déjà entendu avant de rédiger un contrat cadre général. Généralement, pour les gros accords, on fait un contrat cadre général et après, on fait des contrats qui se basent sur ce contrat cadre. Mais ça, c'est toute une technique contractuelle. En fait, c'est pas vraiment ce qu'on aborde aujourd'hui. Aujourd'hui, on aborde que les contrats sur la propriété intellectuelle. Donc, c'est pas vraiment dans l'objet de la discussion d'aujourd'hui. En fait, c'est vraiment la mise en place d'une stratégie contractuelle générale. Et donc, ça peut être commercial derrière aussi. Là, c'est vraiment de la propriété intellectuelle qu'on fait et c'est protéger votre propriété intellectuelle. Et donc, pour la protéger, vous faites ce NDA. Et après, dans le cadre de ces contrats cadres ou autres, vous pouvez prévoir des clauses de licence ou des clauses de cession. D'ailleurs, moi, je vous présente en fait les contrats types généraux. C'est ce que je vous disais, c'est pas du particulier parce qu'après, évidemment, il y a énormément de contrats qu'on peut signer. Il y a autant de contrats que d'affaires quasiment. Le droit contractuel est très très modulable et très très flexible en fonction de ce sur quoi vous voulez contracter. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le but, c'est de finaliser cette série d'interventions qui portaient sur les droits de propriété intellectuelle, sur comment protéger vos droits de propriété intellectuelle par le contrat. C'est pas en fait sur comment développer votre relation commerciale ensuite. C'est vraiment, ce serait l'objet de plusieurs interventions, tant les accords sont variés en fait, qui sont à votre disposition. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais passer aux accords justement de recherche et développement. Donc, pareil, c'est vraiment un point de vue général qui est développé puisque je ne peux pas répondre comme ça effectivement à des points de vue très particuliers. C'est vraiment pour que vous ayez conscience de ce qui existe et de ce qu'il faut protéger lorsque vous avez des droits de propriété intellectuelle. Aujourd'hui, c'est toujours la fin de cette intervention sur les droits de propriété intellectuelle, donc on est basé vraiment dessus. Je pense que ça répond donc à votre question, madame, là, en partie à votre deuxième partie de question, puisque c'est si vous êtes amené à collaborer avec des laboratoires publics ou privés, d'ailleurs, ou avec toute entité extérieure qui fasse de la recherche, c'est pas nécessairement des laboratoires, pour approfondir ce que vous avez créé ou ce que vous êtes en train de créer, on peut, dans ces conditions, collaborer avec des tiers, donc que ce soit des laboratoires, que ce soit des industriels, tout dépend en fait de ce que vous recherchez. Si d'un côté vous recherchez la technicité et des moyens que vous n'avez pas en tant que moyens de recherche, ou de l'autre côté si vous cherchez des financements ou autres, vous pouvez collaborer d'un côté tant avec ces laboratoires ou avec ces instituts de recherche ou avec des industriels, et donc généralement on va conclure dans ces conditions un accord de recherche et développement. C'est-à-dire que chaque partie va arriver dans cet accord avec ses propres connaissances, donc du domaine dans lequel vous souhaitez faire cette recherche et ce développement. Du coup, qu'est-ce qu'il faut absolument prévoir en amont de ces accords? Et c'est essentiel
pour vous protéger, et d'ailleurs pour protéger votre partie, mais pour vous protéger puisque vous arrivez en tant que start-up, généralement, c'est que vous avez un domaine innovant et un domaine technique innovant avec toute cette technicité que vous avez développée, vous devez la protéger et vous devez donc faire un inventaire de vos créations, de vos inventions, de votre savoir-faire, c'est très important, de vos secrets. Vous devez faire cet inventaire pour vous-même avant la mise en place de la collaboration. Et le mieux est de le joindre, cet inventaire, pour contractualiser le fait que vous êtes arrivé dans cette relation avec toutes ces connaissances qui vous appartiennent à vous seul. C'est-à-dire que là-dessus, il n'y a pas de… Vous pouvez ensuite conclure une session en licence, mais à la base, il n'y en a pas. Vous collaborez avec ces connaissances qui vous appartiennent et qui, en théorie, n'appartiendront pas à l'autre partie. Donc, vous pouvez indiquer cette clause que les résultats obtenus et le savoir-faire développé par les parties antérieurement à la signature du présent contrat restent leur propriété exclusive respective. C'est-à-dire que chacun donc arrive avec ses connaissances et les garde pour soi. Ce qu'il va falloir régler ensuite, c'est ce que vous avez développé en commun. Donc, lorsque chacune des parties aura mis son savoir-faire, ses secrets, ses connaissances, même ses inventions ou ses créations, ce qu'on veut, et que vous aurez développé quelque chose en commun, il faut du coup gérer ce développement en commun. Alors, soit il y aura une propriété exclusive en fonction du contrat sur les résultats des recherches et cette propriété sera donnée donc à une seule des parties. C'est un choix, ça c'est vraiment de la négociation entre les parties. C'est à chacun de savoir ce qu'il souhaite et quel est l'intérêt qu'il en retire et surtout comment il rémunérait le contrat, le cas échéant aussi. Donc, s'il y a une propriété exclusive sur les résultats de recherche pour une seule partie, on peut prévoir une clause assez simple que X s'engage à céder à Y au fur et à mesure des créations ou des résultats, tous les droits de propriété incorporels sur ces résultats. Ainsi, X cède à Y tous ses droits sur l'invention qui pourrait résulter de ces résultats, sous réserve de son droit à être mentionné comme inventeur. C'est ce que je vous avais expliqué. En fait, l'inventeur conserve toujours le droit d'être mentionné ou non s'il le souhaite comme inventeur. Donc, tous les droits qui pourraient résulter de ces résultats pour un dépôt de brevet dans n'importe quel pays du monde. X cède également à Y tous les droits sur un dessin ou modèle, ainsi que tous les droits d'auteur. Concernant les droits d'auteur, X cède dans le cadre du présent contrat et s'engage à renouveler cette cession au profit de Y sur les résultats pour toute reproduction, diffusion, représentation, modification, adaptation. Ça, c'est vraiment les clauses les plus larges. Traduction de ces résultats sur tout support connu ou inconnu à la date de signature du présent contrat pour la durée des droits d'auteur et pour le monde entier. Alors, on peut prévoir que X, en revanche, pourra utiliser librement et gratuitement les résultats pour ses propres besoins de recherche. C'est-à-dire que quand bien même il cède l'ensemble des droits sur les résultats à la société Y, il peut, lui, conserver les droits pour continuer la recherche dans ce domaine-là. Ça, c'est possible. En fait, tout est possible. C'est vraiment du contrat. On prévoit ce qu'on le veut. Ou alors, on peut prévoir une copropriété sur l'ensemble des résultats de recherche. C'est assez souvent le cas en définitive. Donc, dans ces conditions, on inclut une clause qui dit « Les parties reconnaissent que les résultats issus de la mission détaillée au sein du présent contrat sont la propriété commune des deux parties qui mettront en place un régime de copropriété sur les résultats. Et ce régime de copropriété peut, et doit généralement être régi par un règlement de copropriété. C'est ce qu'il y a de plus simple. Sinon, c'est des dispositions supplétives de la loi qui s'appliqueront. Chaque partie peut utiliser librement et gratuitement les résultats communs pour ses besoins de propre recherche, de nouveau, pour continuer sa recherche. Donc, le règlement de copropriété, vous pouvez prévoir dedans qui, par exemple, pourra autoriser et de quelle façon l'exploitation des résultats. Ou alors, s'il faut un quorum, si vous êtes plusieurs parties, s'il y a un accord de recherche et développement quadrupartite ou autre, on peut dire que, par exemple, il faut l'accord de 2 ou il faut l'accord d'un seul qui a plus de voix que l'autre, ou des 3 ou des 4. Ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite qu'on met dans le règlement de copropriété. Ou alors, on prévoit une gestion à géométrie variable dans ces conditions. Il faut prévoir dans le contrat
des critères à définir pour savoir comment on pourra gérer exactement les résultats issus de cette recherche et de ces développements en commun. Le deuxième accord de recherche et développement, ça peut être un contrat de commande de recherche et développement. Donc, une société va vous contacter, vous, en tant que start-up, mais comme prestataire de service, vu votre technicité dans ce domaine, et donc vous demandera de développer telle invention spécifique grâce à vos connaissances. Et dans ces conditions, généralement, c'est ce que je vous avais exposé lors des présentations précédentes. Si c'est sur une invention ou si c'est sur, généralement, dans ces conditions, tous les droits vont être cédés à la société qui vous a contacté, qui vous a commandé cette prestation de service, puisque vous ne serez alors qu'un prestataire de service. Ou alors, si vous le souhaitez et si le co-contracteur est d'accord, vous pouvez prévoir une simple licence sur ces droits et dire que les droits vous appartiennent puisque vous les avez développés. Mais je vous dis, généralement, l'économie du contrat veut que tous les droits soient cédés au commanditaire. Donc voilà, ça c'est pour les contrats, les accords de recherche et de développement en commun. Je continue immédiatement avec les clauses de cession à prévoir dans un contrat de travail ou dans un contrat de prestation de service, puisqu'en fait, la clause de cession, du coup, sera celle qui pourrait être insérée dans un contrat de recherche et développement en commun. Donc, lorsque une société engage un salarié ou lorsqu'une entreprise conclut un contrat de travail avec un prestataire avec un salarié ou lorsqu'une entreprise conclut un contrat avec un prestataire de service, le sort des brevets est généralement réglé par la loi, mais pour les droits d'auteur, c'est pas pareil. Il faut donc prévoir de façon claire et précise tout ce que la clause sur les droits d'auteur doit contenir, et c'est ce que je vous ai dit déjà au début de cette intervention. Donc, on doit prévoir les droits qui vont être cédés de manière précise et complète, puisque la cession du droit de reproduction n'entraînera pas la cession du droit, par exemple, de traduction ou des autres droits d'ailleurs. Les droits d'auteur, il faut tous les prévoir de façon précise. Il faut prévoir sur quel support on cède ces droits. C'est-à-dire que si vous cédez le droit de reproduire la création sur un livre, ça ne veut pas dire que ce livre pourra être adapté, par exemple, au cinéma ou dans une série télé. Donc, il faut vraiment tout prévoir. Le territoire de la cession aussi. Est-ce que ce sera simplement sur un pays ou sur plusieurs pays ou sur le monde entier? La durée de la cession, puisque les droits d'auteur durent 50 ans en Tunisie après la mort de l'auteur. Est-ce que vous cédez pour l'ensemble de cette durée ou non? Il faut également prévoir la rémunération. Dans le cadre de ce contrat, il faut savoir donc quelle va être la rémunération accordée à l'auteur, parce que là on est sur les droits d'auteur simplement. Donc voilà, il faut être vraiment très très précis pour tout ce qui est cession des droits d'auteur. Pour le brevet, généralement c'est réglé. Si c'est un contrat de commande, je vous le dis, les droits sur le brevet généralement appartiennent à la société qui a commandé, et sinon il faut l'écrire dans le contrat en mettant que tous les droits sur une invention qui résulterait de ce travail appartiendront au commanditaire. Alors, si vous ne le voulez pas, si vous êtes la société prestataire de service, vous devez en discuter et l'inclure dans le contrat. Et à l'inverse, si c'est vous la société commanditaire, je vous recommande vivement de prévoir cette clause de cession à votre profit. Donc, voilà, il faut vraiment prévoir cela dans votre relation contractuelle dès le début. C'est extrêmement important, ça évite beaucoup de problèmes par la suite et surtout, ça permet de savoir à qui appartient quoi dans l'ensemble de ces droits. Voilà, donc maintenant nous allons aborder la dernière catégorie qui est le contrat de franchise. Je l'aborde, c'est pas spécifiquement un contrat, mais parce que j'ai eu plusieurs questions dessus au cours des diverses formations. Et du coup, voilà, le contrat de franchise, c'est un contrat spécifique, notamment en matière de marque, mais qui transmet également du savoir-faire. Donc, ça recouvre un peu deux notions qu'on a abordées pendant ces formations. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat de franchise? Un contrat de franchise, c'est un contrat qui est très formalisé, très formaliste, qui doit remplir des conditions précises édictées par la loi. Alors en Tunisie, évidemment, c'est la loi tunisienne qui va s'appliquer au contrat de franchise, mais dans beaucoup de pays, il y a des dispositions spécifiques qui régissent les contrats de franchise. La loi tunisienne, elle définit le contrat de franchise comme un contrat par lequel le propriétaire d'une marque ou d'une ancienne commerciale, donc il faut absolument avoir une marque ou une ancienne commerciale, accorde le droit de son exploitation à une personne physique ou morale dénommée franchisée.
et ce, dans le but de procéder à la distribution de produits ou à la prestation de services moyennant une redevance. Donc, c'est vraiment spécifique, c'est-à-dire que vous donnez à un franchisé le droit d'utiliser votre marque ou votre enseigne commerciale dans des conditions strictes qui sont d'ailleurs listées par cette loi, puisqu'il y a des clauses minimales à inclure dans les contrats de franchise. Et donc, ce contrat de franchise, pour être un contrat de franchise et pas un simple contrat de licence de marque, doit comprendre un transfert des connaissances acquises par le donneur de franchise, donc par le franchiseur, son savoir-faire, donc il doit transmettre son savoir-faire, c'est très important, et il doit y avoir l'exploitation des droits de propriété intellectuelle, donc de la marque ou de l'enseigne commerciale. Généralement, on fait un réseau de franchise, et donc un réseau de franchise, c'est l'ensemble des commerces indépendants qui exercent sous la même marque et selon des méthodes commerciales unifiées, dont l'aménagement des locaux, les modes de gérance, l'exposition, le marketing et les autres sources et les sources d'approvisionnement. Ce qui fait qu'en fait, quand il y a un réseau de franchisés, on ne sait, enfin, chaque magasin, chaque service proposé est normalement identique dans tous les pays du monde ou dans toutes les zones géographiques, en tout cas si c'est dans un même pays. Par exemple, les franchises que tout le monde connaît, il va y avoir les franchises ici en Tunisie récemment, il y a déjà 2-3 ans, il y a KFC qui a ouvert, il y a les franchises qui habillent pour les vêtements, il y a les franchises Bureau Vallée pour le matériel de bureau, il y a des franchises dans plein de domaines et en purement tunisien, il y a les franchises gourmandises, des franchises, voilà, ce sont des contrats en fait, quel que soit le magasin dans lequel vous allez, vous avez la même impression d'ensemble, vous avez les mêmes techniques commerciales, vous avez le même agencement du magasin. Donc du coup, c'est voilà, et cela est possible grâce en fait à ces contrats de franchise dans lesquels et un savoir-faire est transmis, les connaissances sur le marché sont acquis et les droits de propriété intellectuelle sont licenciés dans cette franchise. Alors, comment conclure un contrat de franchise? C'est extrêmement important parce que, comme je vous le disais, ce contrat est un contrat très formalisé. Vous devez respecter des conditions strictes énoncées par la loi tunisienne et c'est pareil en France, enfin c'est pareil en Europe d'ailleurs puisqu'il y a des directives communautaires qui régissent les franchises et qui ont été transposées dans chacun des pays. Vous devez respecter sous peine de nullité, donc c'est extrêmement important. C'est-à-dire que si votre contrat de franchise ne respecte pas l'ensemble de ces conditions impératives, votre contrat pourra être nul. Il faut déjà rédiger un contrat écrit. Donc, c'est le but de la formation d'aujourd'hui, c'est déjà de vous dire que dans tous les domaines, il vaut mieux faire des contrats écrits, puisque l'écrit reste alors que le verbal, lui, ne reste pas. Mais pour la franchise, c'est obligatoire. Donc, vous devez également, dans le cadre d'un contrat de franchise, remettre ce projet de contrat et un document d'information préalable qui doit contenir de nombreuses informations qui sont définies dans un arrêté de 2010. Et vous devez fournir tout ça, donc un projet du contrat et le document d'information préalable 20 jours avant la signature du contrat. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cette preuve, le contrat peut ensuite être annulé. Donc, c'est extrêmement important. Il faut donc avoir une marque ou une enseigne, sinon il n'y a pas de franchise. Donc, une marque. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez une marque en Tunisie, vous voulez faire une franchise au Mali, ça ne va pas marcher. Il faut que vous ayez votre marque également au Mali, puisqu'il faut une marque. La marque tunisienne ne suffira pas, puisque, comme je vous l'ai expliqué depuis le début de mes interventions, ce sont des droits territoriaux, sauf pour le droit d'auteur, où ça a vocation à être mondial, général, dans tous les pays de la Convention de Berne, en tout cas. Donc, pour tout ce qui est brevet ou marque, mais là, en l'occurrence, on est sur les marques, c'est un droit territorial. Donc, il faut avoir une marque dans le territoire dans lequel vous donnez votre franchise. Et vous devez inclure dans ce contrat l'ensemble des droits et obligations qui sont listés par la loi. Ce qui est écrit en dessous, c'est listé par la loi. C'est pas moi qui vous préconise de le faire, c'est impératif. Vous devez donc détailler les royalties exigées. Vous avez le droit de prévoir un droit d'entrée d'ailleurs, hein, un premier paiement, rien que pour avoir le droit de développer la franchise. Vous pouvez prévoir un droit d'entrée de X milliers de dinars, d'euros si c'est autre part, mais vous devez ensuite prévoir les royalties exigées au cours de cette franchise. Vous devez prévoir la durée du contrat de franchise, les conditions d'exploitation
de la marque, les clauses d'exclusivité d'approvisionnement, les conditions de résiliation du contrat, donc comment ce contrat pourra être résilié, les clauses de non-concurrence, la délimitation de la zone géographique. Par exemple, vous pouvez donner une franchise pour Tunis, mais donc cette personne devra ouvrir son magasin ou proposer sa prestation de service à Tunis et n'aura pas le droit d'aller à Sfax. Vous devez en fait régir tout ça dans votre contrat de franchise. L'obligation à la confidentialité des données divulguées par le franchiseur, ce qui est obligatoire et ce qui est normal au demeurant, puisque le franchiseur est obligé de transmettre son savoir-faire. Donc, du coup, son savoir-faire est protégé par le contrat de franchise. C'est normal, puisqu'en fait, c'est ce qui fait la valeur de sa franchise, notamment. Le plan d'investissement doit être communiqué. Donc, par exemple, si dans votre contrat de franchise, on dit que vous devez, que votre franchiseur doit développer votre marque donc sur Tunis, vous devez prévoir s'il doit ouvrir 1 ou 2 magasins ou un seul et quel chiffre d'affaires minimum il va devoir faire ou autre. Enfin, voilà, vous devez vraiment prévoir tout ça. Les dépenses de publicité, les communications de données relatives aux ventes qui sont obligatoires puisque généralement, les royalties sont basées dessus. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est parti en petit. Maintenant, vous voyez l'écran toujours, je suppose. Voilà. Et vous devez prévoir les procédures d'accès aux locaux du franchisé. Donc, voilà, c'est vraiment des dispositions impératives dans cette loi. Comme je vous le dis, c'est un contrat qui est vraiment très détaillé par la loi et si vous ne respectez pas l'ensemble de ce qui est édicté par la loi, votre contrat est susceptible de nullité. Donc voilà, ce contrat est vraiment spécifique, on aurait pu ne pas l'aborder, mais comme j'ai eu vraiment plusieurs questions dessus, ça me semblait intéressant de l'aborder dans le cadre de cette formation. Voilà, est-ce que vous avez des questions donc, sur les derniers contrats que j'ai développés ou sur les clauses? Ou sur les premiers d'ailleurs? Bon, je pense qu'il sera plus pratique en fait de nous envoyer, si possible, des exemples de contrats pour avoir une idée sur les contrats réels. Alors en fait, c'est compliqué à montrer sur des slides. Un NDA, c'est vraiment quelques clauses dont je vous ai parlé. C'est assez simple. Je pense pas que je puisse vous envoyer comme ça, tel quel, surtout que le problème d'envoyer des contrats types, c'est que vous risquez de les utiliser et de mal les utiliser. En fait, c'est très souvent le cas de croire qu'il n'y aura que ça comme possibilité et du coup d'oublier beaucoup de choses. C'est pour ça que je préfère vous présenter, moi, des clauses importantes qu'il faut vraiment prévoir dans vos contrats. Parce que le contrat type, par exemple, pour tout ce qui est droit d'auteur, on va écrire certaines choses, cession du droit de représentation ou autre, alors qu'en fait, vous, c'est pas du tout ce qui vous intéressera. C'est très particulier et dans le domaine des logiciels, ça va être encore plus particulier. Là, c'est vraiment une formation générale, on va dire, pour déjà vous montrer ce qui existe en termes généraux et ensuite, vraiment, il faut se rapprocher généralement de spécialistes pour vous rédiger vos contrats finaux, les adapter à votre business à vous, les adapter à ce que vous souhaitez exactement. C'est vraiment très, très important en fait, puisqu'en fait, ce contrat va définir votre relation contractuelle générale, donc les droits et obligations de chacune des parties. Donc, le contrat type est assez dangereux en général. Il est assez dangereux. Le NDA, c'est assez simple. Donc, effectivement, ça, vous pouvez même en trouver certainement assez facilement sur Internet. Mais pour les autres contrats qui sont abordés, c'est quasi impossible de vous donner un contrat type qui soit valable, on va dire. C'est vraiment de la négociation entre les parties, de l'accord entre chacune des parties. Et de cet accord résulte un contrat. En fonction du préambule aussi, en fonction de du contexte général, en fonction de tout ça. Donc, c'est du cas par cas, les contrats, surtout pour les logiciels et tout. Mais pour tout, en fait. Pour tout, c'est du cas par cas. Oui. C'est un métier vraiment, c'est un métier à part entière de rédiger des contrats.
parce qu'en fait, vous devez vraiment prendre en considération les desiderata du client, donc de ce que vous détaille votre client, et essayer de le mettre en forme en fonction de ce qu'il souhaite et sans rien oublier. Donc, quand on donne un contrat type, très souvent, enfin, en tout cas, moi, dans mon activité, je vois des clients qui m'avaient demandé des contrats types, qui reviennent avec le contrat type et qui me disent, regardez, et en fait, ça ne correspond pas vraiment à ce qu'ils veulent et ça n'est généralement pas assez détaillé puisque le contrat type ne pourra jamais être assez détaillé, en fait. Il ne pourra jamais prévoir à l'avance ce que voudra la société. Donc, ça reste une base, mais ça n'est jamais suffisant. Mais souvent, du coup, le client, il se dit, j'ai le contrat type, je vais l'envoyer tel quel. Et malheureusement, du coup, il va oublier des choses. Donc, c'est assez dangereux, le contrat type. Le contrat type, ça va être possible pour un contrat de travail quand vous embauchez un salarié, par exemple. En fonction des différents postes, vous pouvez prévoir des contrats types. Ça va être duplicable. Mais pour le reste, si c'est de la relation contractuelle, ça va dépendre de l'activité de la société telle qu'elle est, de ce qu'elle a comme droit, de ce qu'elle souhaite donner ou faire avec son contractant. Enfin, c'est très vaste. Il faut vraiment tout déterminer de façon claire et précise. Et en fonction de ça, adapter le contrat à chaque fois. Donc, avant de faire une vente, il faut que j'ai avec moi un avocat pour les contrats. C'est ce que j'ai compris. Ah oui, surtout si c'est le logiciel, en fait, pour vous rédiger votre contrat d'ailleurs, c'est déjà vous qui êtes intervenu, non? Si c'est pour votre logiciel, je vous le dis, c'est pas une vente de ce que j'ai compris, c'est une licence. Oui, la licence, bien sûr. Oui, voilà. Mais vous dites vente, mais non, justement. Vous voyez, il faut vraiment pas. C'est pas une session que vous allez envisager. De ce que je comprends, c'est une licence. Après, voilà, il faut regarder un peu plus votre dossier, mais de ce que vous m'avez dit, effectivement, ça semble être une licence. C'est pas une vente. Vous ne vendez pas vous, certes, vous allez avoir, vous allez encaisser une somme, mais ce sera une licence. Ce sera pas une vente. Oui. Donc, pour les licences, j'envisage de contacter un avocat pour rédiger le contrat de cette licence. Exactement ce que vous voulez autoriser comme exploitation de votre logiciel par la personne à qui vous allez donner l'autorisation d'utiliser le logiciel. C'est clair, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'ai une question. Oui. Alors, en fait, c'est une question au sujet du contrat de commande R&D et au sujet notamment des critères, en fait. Donc, sur les critères à définir strictement dans le contrat. Est-ce que vous avez des critères en tête ou autres? C'est-à-dire des exemples, en fait, pareil, de critères qui pourraient être soumis à négociation. Là, par exemple, j'avais pas quelques modèles, effectivement, mais c'est ce que je dis. Alors, juste, excusez-moi, je ne vous entends pas très bien. Alors, attendez, je vais vous… En fait, dans tous les contrats, il faut prévoir les parties. Après, il faut prévoir un préambule de détailler pourquoi les deux parties se rencontrent pour faire cette recherche et ce développement en commun. Oui. Donc, ça, vous devez détailler un préambule. Et après, dans l'objet du contrat, vous allez devoir écrire que les parties, ce contrat est donc un contrat de recherche et développement en commun, ou non d'ailleurs, et que, comme je vous le disais, chacune des parties ont évidemment un passé, donc qu'elles ont développé déjà des choses. Donc, vous allez lister chacune des parties, l'inventaire de ce que vous avez déjà fait dans le cadre des recherches que vous envisagez. Vous allez décrire précisément quel est le cadre de ces recherches dans lequel vous allez vous engouffrer avec votre contractant. Donc, vous allez développer en mettant, par exemple, je ne sais pas moi, si c'est de la biotechnologie, détailler ce que c'est, si c'est, le nom de votre projet et ce qu'il couvre, vous allez le détailler.
Et ensuite, vous allez détailler les obligations de chacune des parties, donc à dire que chaque partie doit collaborer de façon claire, voilà, et sérieuse. Et si une partie, par exemple, a plus de connaissances dans un domaine, ce qu'elle elle doit faire pour que l'autre partie puisse continuer aussi à travailler. Et ensuite, vous allez dire que tous les résultats de vos recherches appartiennent à telle ou telle partie ou aux deux, c'est ce que je vous disais. Donc, si on considère qu'une des parties a tous les résultats, je vous dis, il faut quand même généralement prévoir que pour la recherche, l'autre partie a toujours le droit d'utiliser ce qui s'est passé, mais sinon, elle n'aura pas le droit de l'exploiter. Donc, ça, c'est important de le savoir. Et si c'est la copropriété, c'est là où ça devient effectivement plus compliqué parce qu'il va falloir gérer cette copropriété. Donc, en général, dans le contrat de recherche et développement, on prévoit que lorsqu'il y a des résultats qui sont brevetables ou autres, ou des droits d'auteur qui sont issus de ces résultats de recherche, il va y avoir un règlement de copropriété qui va être établi entre les parties. Et auquel cas, ce règlement de copropriété sera signé entre les parties pour dire que la création, que ce soit du droit d'auteur, du brevet ou n'importe quoi qui résulte de ces recherches, sera gérée de telle et telle façon. Et donc, le règlement de copropriété, vous pouvez prévoir ce que vous voulez dedans. D'accord. Ça, en fait, c'est pour l'un des deux premiers régimes. Après, en fait, moi, c'est surtout le troisième qui me posait un peu question. Je ne comprenais pas trop la gestion à géométrie variable. Donc, est-ce que c'est un peu des deux ou on explique... En fait, comme c'est du contrat, effectivement, vous prévoyez ce que vous voulez dedans. C'est-à-dire que vous pouvez prévoir que, je ne sais pas moi, par exemple, s'il y a du brevet sur une partie, ça va être une des sociétés qui va avoir le droit dessus. Et s'il y a du droit d'auteur, ça va être l'autre société. S'il y a, enfin voilà, vous prévoyez, en fait, c'est ce que je dis, en fait. Le problème, c'est qu'il y a tellement de choses possibles que du coup, je ne peux pas, dans le cadre d'une présentation aussi générale. Non, mais tout à fait. C'est ça mon problème. La seule chose que je pouvais, et c'est de vous mettre un exemple de NDA, mais sinon, le reste, c'est vraiment hyper particulier et hyper spécifique à chaque domaine d'intervention. D'accord. Après, j'avais une autre question, en fait. Pardon. Non, mais vraiment, pour un accord de recherche et développement, c'est pareil. Je vous conseille quand même de prendre l'avis d'un expert. Oui, d'un conseil juridique. Ouais, voilà. OK. Après, j'avais une autre question, en fait, c'était au sujet de la cession. J'ai compris qu'il y avait une durée, mais comme c'est une vente, normalement, c'est une cession, en fait, qui est permanente ou elle peut être permanente ou non, justement, en fait. C'est-à-dire que si vous prévoyez, notamment pour les droits d'auteur, vous pouvez céder vos droits dans une durée limitée, si vous voulez, et ensuite dire que vous les récupérez. En fait, voilà. Mais généralement, effectivement, une cession, vous allez faire une cession dite permanente, mais bon, en fait, tout est possible. C'est pour ça que je l'ai mentionné, mais c'est pas ce qu'il y a le plus fréquent. Parce que si vous faites une durée limitée, autant faire une licence. C'est pour ça que c'est effectivement… Oui. Voilà. Mais comme ça existe, voilà, je vous l'indique. En fait, tout est modulable. C'est pour ça que les accords types, c'est ce que je dis, sont compliqués dans ce domaine puisque tout est modulable et c'est pas comme la vente d'un appartement ou la vente où ce sera toujours, vous identifiez le bien, vous le vendez, c'est définitif. Voilà. Là, ce sont des droits incorporels, donc c'est plus difficile à appréhender et ça dépend vraiment des relations des parties entre elles. Ça n'est pas fixe. Vraiment, ça n'est pas figé, ça évolue. Et d'ailleurs, un contrat lui-même peut évoluer, c'est-à-dire que vous allez fixer votre contrat à la date de signature et vous vous rendez compte qu'en fait, votre relation contractuelle évolue. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites un amendement que vous joignez au contrat. Donc, généralement, on prévoit dans la définition du contrat, parce que dans les gros contrats, on fait généralement des pages et des pages de définition, ce qui est censé rendre le contrat plus facile à lire, puisque du coup, il y a des mots qui sont définis et qu'on ne réutilise pas, et on définit généralement le contrat comme étant le contrat lui-même, son préambule, ses annexes et tout amendement ultérieur qui est de facto immédiatement intégré au contrat. D'accord. Okay.
Mais ça, c'est de la technique contractuelle ensuite. Donc ça, c'est l'objet de formation. Oh là là, on va savoir rédiger des contrats. Enfin, il y a des contrats très simples, c'est ce que je dis. Hein, des contrats, le NDR est un contrat très très simple, mais très important, surtout dans votre domaine d'intervention. Donc c'est vraiment, il faut pas oublier de le faire parce que c'est vraiment le contrat, à mon sens, le plus important dans votre domaine et qui est vraiment simple à rédiger. Et on peut pas trop se tromper dessus. Les autres contrats, c'est beaucoup plus technique. Et c'est surtout complètement variable en fonction du domaine d'activité, en fonction des sociétés et en fonction du projet, en fait. Tout à fait. Bon, écoutez, voilà. merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?